pris 3 mois à passer de 0 à 1000 abonnés. Et après, en un mois, je suis passé de 1000 à 10 000. L'ad, c'est vraiment au second temps et qu'il y a trop de personnes qui veulent débuter avec l'ad et qu'en fait, elles crament leur porte-monnaie. Ce qui permet vraiment de convertir, ça va être le YouTube, le school. Est-ce que pour toi, le contenu a changé ta vie? Ouais, ça m'a permis de développer mon business, ça m'a permis de faire des rencontres de fous. Pour quelqu'un qui partirait de zéro, déjà, j'essaierai de comprendre. Bienvenue dans ce 6e épisode du podcast. Dans cet épisode d'aujourd'hui, on reçoit Baptiste. Baptiste, comment ça va? Ça va bien et toi? Très bien, nickel. Est-ce que si jamais tu devais te présenter rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Yes, alors du coup je m'appelle Baptiste Dugardier, j'ai 19 ans, j'habite en Suisse et je suis actuellement en études d'HEC à Lausanne, en parallèle de gérer mon business du coup, qui est un business d'accompagnement pour les coachs et les formateurs en ligne. Et du coup j'ai commencé avec de la SMMA à 16 ans, j'avais acheté ma première formation avec Iman Gadzhi. J'ai fait ça Ok. pendant un an, je faisais ça en parallèle du lycée, donc je me levais tous les jours à 5h30 pour essayer de gratter du temps pour développer ce business. Mais pendant un an, du coup, je débutais, etc. J'ai fait pas mal de petites erreurs, donc j'ai pas eu de clients. Et j'ai surtout compris que c'était pas un business qui était vraiment aligné à moi. Du coup, ensuite, j'ai lancé une agence de soutien scolaire dans ma région. C'était Ok. un de mes petits jobs préférés. J'aidais des élèves en difficulté scolaire quand j'étais plus jeune. Et puis ensuite, j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes, donc j'en ai fait une agence régionale. Et puis, je gagnais mes premiers 1000 euros par mois. 1000 francs du coup en Suisse, mais je vais dire euros pour ce podcast. Et puis, du coup, ouais, j'ai eu cette agence de soutien scolaire. Et puis, j'ai lancé mon compte Instagram pour cette agence. Il a commencé à partir assez viral avec des citations. Et du coup, je me suis dit que j'avais peut-être plus de potentiel dans le fait d'aider les gens à grandir sur les réseaux sociaux qu'avec cette agence-là. Donc j'ai lancé mon offre il y a un an. Et j'ai pu aider beaucoup de personnes, plus d'une vingtaine jusqu'à maintenant, pour pouvoir tout simplement mieux réussir sur les réseaux sociaux, mieux se vendre aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Et aujourd'hui, avec le marché qui est de plus en plus saturé, j'apprends plus particulièrement à se démarquer, à se différencier, à utiliser cet effet contre-pied pour pouvoir s'ajouter 5, 10, 15 000 euros par mois sur Instagram. Ok, parfait. Donc tu as développé d'abord ton audience avant de vendre le schéma de je vous développe votre audience. Ce qui est en soi pertinent. C'est ça. Donc je l'ai d'abord fait pour moi, ensuite j'ai voulu tester quand même de le faire sur des autres. Donc je l'ai fait sur des proches, ma belle-mère, une amie à elle, etc. Et j'ai vu qu'il y avait des très bons résultats pour elle aussi. Et du coup là je me suis dit ok, je vais lancer une offre, il y a un potentiel. Et, et c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Et c'est quoi la méthode que tu as appliquée au début pour toi passer du coup de 0 à tes premiers 1000, 10 000 abonnés sur Instagram? Yes. Alors moi ma croissance elle a été assez exponentielle. Et c'est souvent quelque chose que je remarque. J'ai pris 3 mois à passer de 0 à 1000 abonnés. Et après, en un mois, je suis passé de 1000 à 10 000. Et après, il y a des mois, j'ai pris 20 000, 30 000 abonnés jusqu'à faire 75 000 abonnés en moins de 9 mois. Et ce qui m'a vraiment aidé à partir viral, moi, c'était le format citation. Et Ok. c'est un format qui parle à tout le monde. Et j'ai vite compris les petites choses qui faisaient que ce format était très puissant pour la viralité. Et donc, j'ai poncé ce format-là et j'ai développé une très grande audience. Mais le désavantage, maintenant, si je devais recommencer à zéro, c'est que du coup on attire beaucoup de touristes, enfin c'est une audience très éparpillée vu que c'est des citations, donc j'ai eu du mal derrière à un petit peu renicher mon audience une fois que j'étais plus sur une offre business et création de contenu. Ok. Les formats dont tu parles, c'est plutôt en carrousel ou en Reels? Je vois pas exactement. C'était plutôt des réels. Si tu descends Ok. sur mon profil, tu verras que Ouais. je faisais des réels, en moyenne je faisais 500 000 vues par vidéo, 1 million et tout. Incroyable. Et c'était vraiment une citation, une phrase. Hier j'ai lu ceci, 2 points, une citation, un petit truc à la fin, du genre ça m'a changé les idées ou des choses comme ça. Ouais, je vois. Tu prends une citation qui est déjà partie virale sur Instagram, tu la refais, tu rajoutes un peu ton décor et tout. Moi j'étais en faceless au début, je me montrais pas. Donc je prenais mes vidéos sur Pixabay. Ok. Et derrière je mettais une petite musique douce, vidéo assez courte et tout. Et puis en fait ça explosait quoi. Donc du coup j'ai pensé ce format parce que j'aimais bien les likes et les abonnés. L'erreur de débutant. Et voilà. Surtout qu'il est assez rapide à faire, non? Hyper rapide. C'est ça qui était cool. C'est que j'étais au début focus sur mes études, etc. Donc j'avais pas forcément le temps de poster tous les jours un post, mais j'ai pu tourner à un post par jour, même quand j'étais en vacances, etc. pendant 365 jours, parce que j'avais ce format-là où je pouvais le faire en 15 minutes dans le bus ou n'importe où, quoi.
Incroyable. Et du coup, maintenant, tu as réorienté ton contenu comme tu essayes de parler à un type de personne précise. C'est quoi un peu ta stratégie de contenu actuelle sur Insta? Yes. Alors là, c'est particulier parce que je suis justement en changement, je me repositionne, etc. Donc j'ai lancé un nouveau compte Instagram où Ok. ça va être beaucoup plus axé sur justement la création de contenu, le business, l'effet contre-pied, ma méthode, etc. pour aller se différencier dans un marché saturé. Et là, je vais donner beaucoup plus de valeur, ça va être beaucoup plus qualitatif et je vais moins axer sur cette viralité. Et je garde mon autre compte initial avec mes 75 000 abonnés et puis l'audience qui va avec. Et dessus, je vais y aller un peu plus freestyle. Des fois, je vais mettre des citations, des fois raconter un peu ma vie, des fois donner de la valeur, des fois mettre des stories à gauche, à droite. Donc pour l'instant, je reste quand même sur le compte principal, mais petit à petit, je développe ce compte secondaire qui va me permettre d'avoir une audience beaucoup plus engagée, qui est plus long terme. Et sur ce compte-là, du coup, ma stratégie, ça va être des carousels et du fast cam, mais dans tous les cas, ça va être à peu près du mot fou, où je vais vraiment donner de la valeur à chaque fois, quoi. Ou que ça va être plus niché, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, enfin, pour repartir sur des bases scènes, c'est un peu le thème, pour pas avoir un compte où il y a du monde, mais qui n'est pas en rapport avec C'est ton ça. thème actuel. Ok, je vois. Et actuellement, il y a quand même une partie enfin, je pense que ton trafic vient principalement d'Instagram, si je me trompe pas. Ouais. Et comment est-ce que tu convertis ce trafic-là en client? Alors du coup, Instagram, ça me sert de top of the funnel, donc Mhm. tofu, et j'attire les personnes dessus. Mais réel aussi, ça fait un peu de mofu, c'est ceux où je donne plus de valeur et certaines stories. Mais ce qui me permet vraiment de convertir, ça va être le YouTube, où là je donne beaucoup plus de valeur. J'ai eu plusieurs clients qui venaient de là. Le School, où du coup il y a la communauté, pareil, il y a une formation gratuite dessus, il y a des posts écrits de valeur chaque semaine. Il y a mes vidéos YouTube qui sont aussi sur le School, etc. Donc j'ai eu des clients qui venaient de là. Il y a les stories Instagram, les call to action, c'est super fort. Et puis le setting sur Instagram. Ouais, Je dirais que ok, c'est les trop bien. moyens d'acquisition principaux. Ouais, je suis carrément d'accord avec ça. Ok, trop bien. Au niveau du contenu que tu vois sur Instagram, etc., tu dis que tu prends un contre-pied. C'est quoi ce que tu vois actuellement et qui est assez dérangeant, enfin, qui est pas fou selon toi? On arrive là en 2025, on est en été 2025 à l'heure où on parle, où il y a des milliers de coachs en ligne en France. On l'a Mhm. vu, en fait, tout le monde a suivi le système popularisé par Antoine Blanco, classique, niche, offre, création de contenu, setting, closing et délivrabilité. Ces 6 étapes-là, et j'ai remarqué du coup, après avoir parlé à beaucoup d'élèves de sa formation, etc., et après avoir été dans le marché pendant bientôt 2 ans, que tout simplement, il y avait trop de similitudes, les gens ils tombaient quasiment tous au même endroit, les lacunes principales ça va être le mindset, ça va être la création de contenu et le setting, c'est ce qui, je dirais, fait tomber le plus de personnes avant d'atteindre les 5 000 euros par mois. Et surtout, tout le monde fait ce que tout le monde fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu prends pas de risque, c'est devenu vraiment risqué. Tu te Mhm. différencies pas. Si je mets coach sportif sur Instagram, j'en ai 1000 devant moi, je sais pas qui choisir. Et les chances que les personnes te choisissent toi, si tu te différencies pas, elles sont minimes. Les personnes, elles vont aller chez les personnes qui ont une méthode particulière, qui ont attiré par cette méthode et qui réussissent à se différencier sur plusieurs aspects. Et donc il faut trouver cet effet un peu contre-pied qui va à contre-courant et derrière réussir à prouver aux personnes par A plus B que ta méthode c'est la meilleure, que c'est cette solution qui est la bonne pour eux, c'est une solution qui est différente de ce qu'ils ont essayé jusqu'à maintenant et qui vont leur permettre d'atteindre leurs résultats. Et si tu arrives à convaincre les personnes de cette méthode, de cette big idea, derrière ça va aller tout seul, ça va se faciliter beaucoup plus la vente. Et en fait, moi aujourd'hui, je vais justement axer mon contenu beaucoup plus autour de ça, éduquer autour de cette méthode, et je sais que ça va être très très fort. Tu parlais de ton school rapidement. J'ai vu que tu avais quand même pas mal de membres, un peu plus de 600. Est-ce que pour toi, les communautés, etc., moi j'ai de plus en plus confiance en ça, surtout que les gens ont moins, se sentent de plus en plus seuls. Il y a plein d'études qui montrent ça, la solitude chez les gens, etc. Je crois beaucoup en les communautés type school, etc. C'est quelque chose sur lequel tu mises, toi, à l'avenir? Ouais, alors au début, quand j'ai lancé cette communauté, j'avais comme objectif de la faire payante, un abonnement, Mhm. voilà, 30 euros par mois, etc. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent aussi comme ça, donc je préfère faire une parenthèse là-dessus, mais moi je crois beaucoup à la puissance des communautés gratuites, comme Lead Magnet, pour attirer un maximum de Mhm. personnes, avoir aussi leurs coordonnées.
C'est ça qui peut être très fort dans ces communautés-là. Tu peux aller les contacter derrière sur WhatsApp, mail, Instagram ou comme ça. Et derrière, les récompenser avec énormément de valeur, gagner leur confiance, etc. Et ensuite tout miser sur cette offre high ticket qui va derrière vous permettre de vraiment être libre. Donc, comme lead magnet, je trouve ça très fort parce que tu as tout le monde au même endroit, t'as pas besoin d'en créer un chaque semaine et tout, tu as un bon lead magnet, tu rediriges tout le temps vers ça, tu l'entretiens. Et c'est comme ça que tu gagnes de la confiance et que derrière tu peux convertir. Donc les communautés gratuites, je trouve ça très fort. Les communautés payantes à petit coût, je trouve ça pas du tout assez scalable. Ça peut te rajouter 500, 1000, 2000 euros par mois. Mais le problème, c'est que déjà tu vas perdre toutes les personnes qui n'ont pas envie de payer, alors que c'est des potentielles personnes qui auraient pu être dans l'offre étiquette. Et oui, tu vas te faire des 30 euros à gauche, à droite, mais c'est vraiment pas ce qui va te permettre de scaler. Et surtout, c'est difficile de faire rentrer des gens à 30 euros. Et c'est pas beaucoup plus difficile de les faire rentrer à 3000 euros sur une offre. Une fois qu'ils ont un problème douloureux, tu peux les convertir à 3000 euros si tu es bon en vente et que tu as une bonne, une bonne méthode, etc. Mais du coup, le low ticket, il va tuer le high ticket, quoi. Et ça va être un peu un piège à rage, j'ai l'impression, de miser sur ces petits revenus-là. Il faut vraiment penser plus grand et se dire, ok, je donne ce que j'aurais voulu que ce soit payant, je le donne gratuitement. Et après, derrière, je gagne leur confiance et puis ça peut me ramener beaucoup plus. J'ai l'impression que dans une énorme partie des cas, c'est vrai ce que tu dis. Simplement, en fait, j'ai des contre-exemples qui me viennent en tête de mecs qui peuvent pas délivrer toutes les personnes qu'il y a et du coup ils ont besoin de ça. Parce que tu vois, je pense à des mecs c'est des mecs que je connais, ils sont très très bons en e-com, ils ont leur marque qui tourne, etc. Et ils ont une communauté autour de leur podcast justement. Et ils ont fait un school à 97 balles qui leur génère, je pense, à peu près 50 000 balles vu qu'il y a beaucoup de monde dans le school qui paye chaque mois. Et c'est du récurrent, ils ont juste mis des formations, ils doivent faire un live toutes les je sais pas combien de temps. Donc en soi ça leur prend pas beaucoup de temps, alors qu'ils pourraient pas investir du temps dans des personnes qui paieraient 3000, 4000 euros. Mais c'est vrai que dans la plupart des cas, des gens qui leur business principal c'est l'infoprenariat ou quoi, enfin ça n'a pas de sens de mettre son school payant en soi. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec ça. Pour rebondir là-dessus, pardon. Je pense que ces personnes, effectivement, elles peuvent se faire beaucoup d'argent avec cet abonnement mensuel. Après, je connais pas très bien la niche, etc. Mais si le problème est douloureux et qu'il y a un moyen de faire du high ticket, tu disais que ça avait l'air d'être le cas, juste que c'était la délivrabilité le problème. Je pense qu'en fait, s'ils règlent leur problème de délivrabilité et qu'ils arrivent à scaler plus dans leur quantité de personnes qu'ils peuvent accueillir, je pense qu'ils feront encore plus en fait avec une offre high ticket. Mais après, ça reste génial de pouvoir faire, si c'est pas leur objectif, une communauté qui, entre guillemets, tourne un peu toute seule et puis qui ramène des revenus. Mais souvent, ouais, si tu fais beaucoup de revenus en recurring, avec du low ticket, tu pourrais faire encore plus avec du high. Ouais. Après, je sais pas s'ils ont pour projet de rediriger vers une offre plus complète ou quoi, je sais pas. Je sais pas exactement, mais je pense que c'est vrai que ce serait smart. Pour revenir à un truc qui m'a fait tilter, tu vois, ton offre s'appelle Organic Scale, ça me fait direct le parallèle avec l'Ads. Est-ce que toi tu es contre l'Ads ou est-ce que tu as un avis sur la publicité en ligne actuellement? Alors, contre l'Ads, c'est un grand mot parce que je sais qu'il y a des gens qui arrivent bien avec l'Ads. Donc, moi je suis pour les méthodes qui marchent et s'il y en a qui arrivent avec l'Ads, c'est top. Maintenant, je pense que l'Ads c'est vraiment au second temps et qu'il y a trop de personnes qui veulent débuter avec l'Ads et qu'en fait elles crament leur porte-monnaie. L'Ads, pour moi, c'est plus dur que la création de contenu. Donc déjà, si tu n'arrives pas aujourd'hui avec la création de contenu à attirer ce que tu as envie d'attirer, tu vas avoir encore plus de mal avec l'Ads et puis tu vas pas réussir à... tu vas cramer ton argent pour rien. Ensuite, l'Ads, pour les débutants, bah, effectivement, c'est des coûts en plus, alors que l'organique, c'est beaucoup plus scalable. Si tu arrives à avoir un bon post qui part viral et que tu sais comment le faire, bah, tu as meilleur temps de faire ça qu'avec l'Ads. Parce que moi, pour générer la visibilité que j'ai générée, j'avais calculé, ça m'aurait coûté à peu près 300 000 euros en ads. Ouais. Et je l'ai fait organiquement, donc je trouve ça plus cool. Et puis, en fait, l'ads, ça peut être un plus, mais il faut déjà avoir les fondations qui sont l'organique et le setting. Parce que si tu as de l'ads, mais qu'après les gens viennent sur ton profil et que tu n'as rien, bah, il n'y a aucune confiance qui est bâtie, il n'y a rien, ça fait vraiment pub, quoi. Donc, il y a des personnes comme Charlie Morgan qui excellent avec des ads. Ça donne effectivement envie d'en faire, mais je pense que c'est quand même à un certain niveau où Charlie Morgan, ce qu'il dit dans toutes ses ads, c'est sa garantie absolument exceptionnelle et ses témoignages, ses milliers de témoignages. Donc, pour moi, c'est quand même moins efficace si tu le fais dès le début. Tu s'est bâti une autorité au fil des années, etc. Et surtout, c'est les US, c'est pas la France. En France, les publicités, ils aiment de moins en moins. Après, il y a des variantes, il y a plein de gens qui commencent à faire des publicités qui sont plus fun, etc. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ça, je pense que ça peut mieux marcher, mais c'est vrai qu'en fait, là, il y a beaucoup de métriques à prendre en compte. Si t'es débutant pur, que tu te lances dans ça, c'est un peu un gouffre, en fait.
Je pense qu'à un certain level, par contre, c'est excellent. Quand t'as bien maîtrisé ton offre, t'as bien compris, même en organique, tu as déjà des bons résultats, etc. C'est un levier de fou. Mais c'est Par vrai qu'au contre, je début. pense, pardon, je te coupe, les follow ads, ça peut être pas mal. J'avais essayé, j'ai pas été 100% convaincu, mais je pense qu'il y a un potentiel dedans parce que tu incites les personnes donc tu niches les personnes, tu les incites à s'abonner à toi. Et derrière, tu as les notifications de ceux qui se sont abonnés via la publicité, tu peux aller les setter. Ouais. Et du coup, via le setting, tu peux derrière closer. Mais c'est vrai que tous les funnels, les webinaires et tout, j'ai plus de mal, c'est beaucoup de friction, surtout à un niveau débutant où il faut diminuer les frictions. Donc voilà, pour rajouter juste Ok, ça. ok. Je vois. Est-ce que toi, de ton côté, tu t'occupes du setting pour ton propre compte ou est-ce que t'as déjà implémenté des setters pour toi-même? J'ai des setters, ouais. J'ai Ok. dû faire du setting et mettre la main dedans pour faire mon premier mois à plus de 10 000 euros. C'était inconfortable. Le setting, je comprends pourquoi il y en a qui arrêtent, c'est très chronophage. Mais c'est très intéressant, ça forme, et puis derrière, tu peux plus rapidement déléguer si tu as plus rapidement mis les mains Compris. dedans et que tu peux faire des chiffres grâce à ça. Donc ouais, le setting, dès que tu peux le déléguer, je le ferai. Et puis là, du coup, ça marche bien, ouais. J'ai deux setters sur le gros compte et puis un sur le petit. Ok, trop bien. Pour revenir sur un point, tu me parlais de Charlie Morgan à l'instant, tu as parlé d'Iman Gadzhi au début, tu t'es formé aux US directement, si j'ai bien compris. Ouais, alors du coup, en Angleterre en l'occurrence, mais Ok. ouais, sur le marché américain, effectivement. Ah ouais, ouais. Et j'ai pris, ouais, pour la SMMA, c'était marché américain. Et après, pour le coaching, en vrai, c'était plutôt marché français. Parce que je vois qu'il y a quand même un grand décalage entre les States et la France. Les States sont quand même plus en avance. Donc Hmm. j'ai pas forcément envie d'écouter tous les conseils qu'il y a aux States pour le moment. Mais je vais chez des Français qui sont précurseurs sur le marché US. Donc, Ok, je vois. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre chez Iman, surtout que tu m'as dit il y a quelques années, etc. Toi, en tant que Suisse, qu'est-ce qui t'a poussé vers là-bas? c'est mon cousin, tout Ok, simplement. Iman, mon cousin était abonné à lui sur YouTube quand il avait 15 000 abonnés. ok, Et il me l'avait montré. Et puis du coup, moi j'étais abonné à lui quand il avait 70 000 abonnés, donc c'était assez au début. Et puis mon cousin, il est assez bon pour ça. C'était le seul de mon entourage qui était déjà dans l'entrepreneuriat, il a commencé assez tôt. Et je lui ai dit, bah écoute, là je m'ennuie à l'école, j'en ai marre aussi de scroller ou de rien faire, donc j'ai envie de mettre mon énergie dans quelque chose de constructif, j'ai envie de faire de l'argent. Les petits jobs c'est cool, mais là j'ai l'impression que je peux lancer un truc en ligne. Donc il me dit, ok, et du coup je lui dis, je commence par où? Et il me dit, bon, ça va être compliqué de te former de A à Z, prends une formation. Et je dis, ok, mais je prends laquelle? Et il me dit, bah, essaye d'Iman Gadzhi, là, il est en train de faire une promotion pendant l'été, elle est à 1000 au lieu de 1500. Essaye et ça peut que te former. Donc, meilleure décision, j'ai pris cette formation. Je savais même pas vraiment ce qu'était le SMMA, je voulais juste commencer un business. Et du coup, ouais, c'est tombé sur lui. Donc, moi, j'ai eu la chance de. J'ai vécu en Afrique du Sud quand j'étais petit, donc je comprends bien l'anglais. Donc, ça ok, m'a aidé aussi. Mais sinon, ouais, ça m'est un peu tombé dessus. ok, incroyable. Stylé parce que ouais, justement, on voit beaucoup de Français se former en France et pas beaucoup aux US, alors que je pense qu'il y a pas mal à apprendre quand même de là-bas, enfin même énormément. Ouais. Est-ce que tu penses que créer du contenu aujourd'hui, ça a intérêt pour à peu près tout le monde ou est-ce que tu penses que quand t'es moins dans... Enfin, il y a certaines niches ou quoi, où créer du contenu, on s'en fout un peu. Alors, si t'es. Ouais, mais même, hein. Non, franchement, pour moi, c'est tout le monde. J'allais donner un exemple, je sais pas, salarié dans une banque ou comme ça, peut-être que c'est moins pertinent de mettre son énergie là-dedans. Mais globalement, aujourd'hui, n'importe quel entrepreneur a intérêt à faire du contenu. Faut juste pas faire du contenu qui te décrédibilise. Enfin, ça dépend de ta niche, mais en B2B, je le ferai peut-être moins. Mais globalement, enfin, quelle que soit ta niche, ça peut être un effet de levier surpuissant. Mais vraiment surpuissant, tu peux. Il y a, il y a un nombre innombrable, un nombre hors norme de personnes qui ont complètement changé leur vie avec le contenu, quoi. Tu vois que ça décolle, et même les personnes comme Ray Dalio qui ont 14 milliards à leur actif, des Trump, des Elon Musk ils se lancent aussi tout sur le contenu, parce que ça peut Ah que, bah, à n'importe quel stade où t'es, tu peux aller encore plus loin avec le contenu, en fait. Et ouais, Alex Hormozy, tout le monde l'a compris, Gary Vee, etc., ils y vont tous all-in depuis des années. toi, est-ce que tu penses que ça a changé ta vie? T'as sorti cette expression que je trouve assez forte. Est-ce que pour toi, le contenu a changé ta vie? Ouais, Incroyable. C'est beau. je pense. Franchement, ça m'a permis de développer mon business, ça m'a permis de faire des rencontres de fous. Et ça, je trouve ça génial aussi quand tu es entrepreneur, tu peux traîner avec des personnes, entre guillemets, qui te stimulent énormément. Ce que je trouvais Clairement. moins à l'école. Donc ouais, des rencontres, évidemment, mon business qui du coup engendre de l'argent, qui engendre des voyages, des souvenirs, des événements, des trucs. Enfin,
c'est trop bien, c'est trop bien. Et sans mon audience, effectivement, j'aurais eu plus de mal à atteindre tout ça. Incroyable. Tu parles de cet effet de réseau que crée le contenu. C'est en partie pour ça moi que je me suis lancé sur podcast, même Instagram, etc. Parce que rencontrer des gens intéressants, je trouve ça incroyable. Alors, c'est un des trucs qui me fait le plus kiffer avec le contenu. À quel point pour toi le réseau ça a joué dans ta croissance business, etc. Alors, moi, c'est vrai que j'aime pas trop overhyper le réseau. Parce que, Mhm. après, ça va dépendre des gens. De nouveau, pour moi, si t'es Ouais. extraverti, ça peut être plus constructif que si t'es introverti. Mais moi, naturellement, je me considère plus comme un introverti. Je suis un peu intermédiaire, mais plutôt introverti. Et je vais pas forcément me mettre dans des prédispositions pour networker, mais juste je vais faire les trucs de mon côté. Et une fois que j'accomplis des choses, le networking vient naturellement, entre guillemets. Et oui, Ok. des fois, je vais quand même me mettre dans des situations. Bah là, je suis allé aux Entrepreneurs du Château en printemps. Et ça, c'était génial. J'ai rencontré des personnes géniales. Et puis, effectivement, ça a pu m'aider sur pas mal d'aspects. Et étonnamment, ça m'a presque plus aidé sur la partie spiritualité, conscience que sur la partie business concrètement. Mais Ouais. c'était super intéressant de parler avec des gens dans ce domaine. Donc oui, le réseau, ça m'a aidé, mais en fait, ça m'a pas aidé à me construire. C'est venu après la construction, on va dire. Et puis là, de nouveau, je suis dans une phase où je suis enfermé 3 mois chez moi seul, sans réseau, sans rien, mais juste je dois exécuter et c'est comme ça que je vais avancer. Donc moi, je suis pas trop pour l'idée de constamment réseauter. Oui. Mais oui, il y a des rencontres qui peuvent être géniales. Il y a des rencontres qui peuvent être géniales, qui peuvent beaucoup t'aider, qui peuvent te faire quelques déclics. Des fois, un conseil, ça peut te faire changer ta direction. Mais ouais, je passerai pas 80% de mon énergie à faire ça, quoi. Je suis pas trop comme Ty Lopez ou Sam Hamar Ouais. à le faire Ok. constamment, mais pour moi, ça doit être un kiff et ça doit être un intérêt aussi dans ton business. La plupart des Ouais, carrément. business pensent qu'ils ont besoin de réseauter, mais par exemple, si tu es en train de faire un SaaS, pas forcément, à part si tu as besoin d'investisseurs, mais concrètement, tu dois juste développer le truc et coder ou j'en sais rien. Ouais, Voilà. carrément. Moi, c'est plus dans cette vision-là. En fait, c'est réussir à parler avec des gens qui sont beaucoup plus développés que moi. Par exemple, j'ai déjà parlé à des mecs qui sont des fortunes de plusieurs centaines de millions, qui sont ensuite devenus mes clients. Alors que, de base, c'est juste, je leur ai parlé 10 minutes, bah, du coup, pour le coup, c'était Taylor Chiche dont je parle. Je lui ai parlé 10 minutes à un event, même pas, au culot, à l'audace, à une soirée où je devais même pas être. Je me ramène, je lui ai parlé en full culot. Au final, on a travaillé ensemble, puis là encore un peu. Donc en fait c'est surtout cet effet là, c'est de se dire tu peux travailler avec des gens qui ont accompli 10 fois plus que toi alors que t'es un petit jeune qui a encore rien foutu. C'est ça que je trouve qui est génial avec cet effet de réseau, business, etc. Et c'est C'est plus vrai. dans ce sens là. Et y aller au culot, c'est trop bien. Des Mm. fois, tu vois des opportunités, tu dis ok, bah vas-y, là, je teste, je go. Et c'est excellent, tu peux vraiment faire des rencontres surprenantes. Et puis justement derrière, bah là, Taylor Chiche, effectivement, c'est hyper pertinent. Et il peut te donner quelques conseils pour te diriger, ça peut être top, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Est-ce que là, si jamais tu devais, bah du coup en plus c'est un peu ce que tu es en train de faire, reprendre un compte entre guillemets de zéro, qu'est-ce que tu ferais en premier, qu'est-ce que tu ferais? Pour quelqu'un qui part de zéro, alors là, c'est peut-être différent parce que moi, je Ouais. repars de zéro, mais avec toutes mes connaissances. Mais du coup, Mhm. pour quelqu'un qui partirait de zéro, déjà, j'essaierai de comprendre l'algorithme, ce qu'il veut. Et il faut comprendre que l'algorithme, c'est les gens, c'est pas un système compliqué d'Instagram, entre guillemets, il faut juste plaire aux gens. Et qu'est-ce qui va valoriser l'algorithme? C'est à 70% la durée de visionnage. Donc, tu dois réussir à avoir la compétence de maintenir l'attention des gens, avec l'accroche, avec la rétention dans ta vidéo. Donc, pour augmenter la durée de visionnage, effectivement, il faut mettre énormément d'énergie dans l'accroche, plus de 50% quand tu scriptes une vidéo, etc. Tu mets beaucoup dans l'accroche. Ensuite, tu dois être ultra pertinent, etc. et avoir une bonne rétention. Et derrière, tu peux demander en faisant un call to action. Mais il faut donner avant. Et quand tu comprends ça, déjà, ça devient plus simple parce que tu comprends que, ouais, dans les 70% de durée de visionnage, il y a 40% dans les rewatch, les personnes qui regardent plusieurs fois, et 30% dans la durée purement, donc le pourcentage de vidéos que la personne va regarder. Et du coup, si t'arrives, moi c'est ça qui était cheaté avec mes citations, c'est Mm. que ça durait 4 secondes, et la citation, elle prenait 6-7 secondes à lire. Et donc, rien que du temps que la personne lise la citation ou qu'elle l'intègre ou qu'elle lâche un commentaire, j'en sais rien, la vidéo elle tourne. Et c'est ça qui est trop fort avec le format B-roll aussi. Quand tu fais une bonne accroche, et ensuite tu mets du texte en description, la vidéo elle tourne. Donc moi j'avais des vidéos de 6 secondes qui avaient une durée moyenne de visionnage de 18 secondes. Ok. Et ça fait des millions de vues. Donc, quand tu comprends que vraiment la durée de visionnage c'est la priorité, tu essayes de vraiment te mettre à la position du spectateur et te dire comment est-ce que là je retiens ma propre attention et est-ce que là j'ai envie de rester 2 fois la durée de la vidéo sur ma vidéo. Et c'est pour ça que les vidéos courtes sont beaucoup plus simples que les vidéos longues
Parce que maintenir l'attention de quelqu'un 5 secondes, c'est effectivement plus simple qu'une minute. Mais le problème avec les formats très courts, c'est que tu fidélises moins, comme je l'ai dit avant. Et c'est pour ça que moi, je ferai une stratégie où je varierai le viral et le vital. J'appelle ça le vital, mais ça va être le contenu qui va plus fidéliser, qui va donner de la valeur, qui va créer de la crédibilité autour de toi, qui va éduquer sur ta méthode, etc. Et du coup, il faut varier les deux. Et moi, j'avais trop tendance à mettre trop l'accent sur le viral. Donc là, dans mon repositionnement, je mettrais moins. Mais au début, c'est quand même important d'avoir de la viralité, mais dans sa niche. Donc, si tu pars viral avec des citations, à moins que tu sois peut-être dans le bien-être où ça peut être pertinent, il y a de grandes chances que tu attires 80% de personnes qui ne sont pas dans ta niche. Donc l'idée, c'est de partir viral dans ton domaine. Et donc tu regardes ce qui se fait, soit ailleurs, et tu reprends les mêmes accroches, des choses comme ça, tu regardes comment tu peux être viral dans cette niche. Et ça, je le ferai 20-30% du temps, des posts axés viralité, avec des formats plus courts, des formats plus accessibles. Et 60-70%, voire même 80% du temps, des posts beaucoup plus axés vital, où du coup là tu vas éduquer, tu peux faire des carousels, tu peux faire des facecam, des formats podcast, etc. Et là du coup, ou même facecam authentique, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir un gros budget, souvent les personnes ont de la friction à faire ça, mais carousel c'est aucun budget, facecam en mode selfie comme une story c'est aucun budget. Regardez les modules de Mathis Chloé, je sais qu'on a cette relation en commun aussi, mais on regarde Mathis Chloé, son contenu, il n'y a pas de montage vidéo compliqué, il passe pas des heures à le faire, enfin, c'est ultra brut et ça marche très bien. Donc ça je le ferai, et puis peut-être au démarrage du compte un peu plus de viralité, peut-être un peu du 50-50, et après tourner avec ce que je dis, du 20-30% viralité, du 70-80% fidélisation. Ok, ouais, donc il y a le contenu qui attire, le contenu qui convertit. Ce qui convertit aussi, ça passe par les stories, tu en as parlé tout à l'heure. Au niveau des 50 stories, c'est quelque chose que je vois trop peu être appliqué, mais j'essaie de beaucoup plus mettre en place en ce moment, que ce soit pour moi ou pour mes clients. Est-ce que tu as une technique particulière niveau story pour mieux convertir, pour qu'elle fasse plus de vues ou quoi? Parce que je sais pas s'il y a beaucoup de data sur ça, mais... Ouais, les stories en fait, il y a un algorithme aussi de story, ce que les gens oublient. Les stories, en fait, ce que l'algorithme va le plus valoriser, c'est le nombre de clics sur ta story. Donc quand les gens ils voient que tu as mis une story, est-ce qu'ils vont cliquer sur ton profil, enfin sur la story pour la regarder. Donc ça, plus les personnes cliquent dessus, plus elle va être mise en avant. Ensuite, il y a, moi je soupçonne qu'il y a un peu de durée de visionnage dans les stories, mais ça n'a pas été dit officiellement, mais j'ai l'impression que plus tu as une bonne... Si tu fais une vidéo de 30 secondes en story, plus les gens la regardent jusqu'au bout, mieux c'est. Et puis, il va y avoir les interactions aussi avec les stories, qui vont être très importantes. Donc, il y a les partages, les commentaires, etc. Les sondages, ça peut être pas mal. Et en fait, ce qui est fort, celui où il y a le plus d'impact pour mettre en valeur les stories. Il y a aussi les likes de stories, je crois, en deuxième position, qui sont importants. Mais en troisième, ils mettent troisième position, mais pour moi, c'est presque le plus important. C'est que tu mets, par exemple, envoie, go, si tu veux, Et toutes les personnes qui envoient go, ça va absolument propulser la story. C'est en fait un des aspects où tu as le plus d'impact pour faire propulser ta story. Parce que tu peux pas vraiment impacter si les gens ils vont cliquer sur ta story quand ils la voient. Par contre, Instagram va mieux la recommander s'il voit qu'il y a plein de gens qui interagissent avec. Donc si tu arrives à faire une story, soit avec un call to action à la fin et qu'il y a plein de gens qui réagissent, soit avec un sondage ou des choses, ou de la valeur et que du coup il y a plein de gens qui like, là c'est bien. Donc il faut aussi avoir de la qualité sur les stories. En faire quotidiennement, ça c'est sûr. Il faut un rendez-vous quotidien. Entre 1 et 5 stories par jour. Je me focuserai pas trop sur les stories quand on a moins de 100 abonnés, mais il faut se concentrer sur le contenu pour qu'ensuite il y ait plus d'effet de levier. Si tu as 10 000 abonnés, tes stories elles font 1000 vues et elles sont beaucoup plus valorisées. Donc il y a ça, et puis il y avait un autre aspect que je trouvais intéressant. Oui, on sous-estime à quel point des fois une slide, s'il y a une story importante à faire une seule slide avec une bonne accroche, un peu phare qui retient l'attention, et un peu de valeur, et ensuite un call to action, et tu fais tout sur la même slide, et du coup tu as une seule slide en story, et là elle peut faire 2 fois, 3 fois plus de vues que d'habitude, voire même des fois 5 fois. Parce que quand il y a plusieurs stories, c'est plus chiant. Ouais, et c'est moins valorisé. Aussi les liens, faut pas les mettre en story, parce que l'algorithme il veut pas que les gens aillent sur d'autres plateformes que sur Insta. Donc si vous voulez faire un call to action, mettez plutôt envoie et ça va booster votre story plutôt que de mettre un lien en sticker et puis que ça va justement diminuer le reach. Donc voilà quelques tips. Et puis ouais, effectivement mettre une slide, moi j'ai remarqué que c'était sur mes 10 stories qui ont fait le plus de vues, j'ai regardé un peu les datas, il y en a 8 où c'était une seule slide. Donc si vous voulez augmenter la visibilité, faites ça. Maintenant pour la conversion c'est peut-être autre chose.
Les stories conversion, ce qui est hyper important, c'est de régulièrement mettre preuve sociale, valeur, un peu de connexion, valeur souvent. Preuve sociale, des call to action presque tous les jours ou 2-3 fois par semaine. Ça peut être différents types de call to action, ça peut être rediriger vers son YouTube ou vers son lead magnet, ça peut être redirigé vers un call, ça peut être des fois mentionner des petites choses, des call to action qui peuvent être pertinents vers les DM, etc., des lead magnets et tout, enfin bref. Donc varier un peu tout ça, ouais, valeur, des stories axées un peu plus viralité, des stories axées connexion, preuve sociale et confiance, voilà. Mais beaucoup éduquer sur sa méthode aussi. Et témoignage. Ok, trop bien. Pour revenir un petit peu sur cette partie création de contenu et en tant qu'entrepreneur notamment et surtout, c'est quelque chose qui prend du temps évidemment, mais est-ce que tu as des tips pour, comme le but d'un entrepreneur c'est qu'il puisse aussi construire son offre, la délivrer, travailler sur cette offre-là, plutôt que mettre toute son énergie dans la création de contenu, est-ce que tu as une technique pour optimiser le temps qu'on y passe avec le rendement, avec le fait de créer pas mal de contenu quand même, parce que être actif c'est important? Ouais. Alors, déjà, c'est vrai que ça va dépendre du business model, la part de focus que tu dois mettre dans la création de contenu pour moi. Mais si là, ceux qui nous écoutent sont des coachs, pour moi, c'est vraiment une des priorités. C'est-à-dire que moi, j'aime bien me focus sur les revenue generating activities, notion que je tiens d'Iman. Et vraiment, ce qui est important, c'est quand tu débutes, mettre 80% de ton énergie dans ces activités qui vont te ramener du revenu. Et qu'est-ce qu'elles sont? Pour moi, c'est la création de contenu et le setting. C'est comme ça que tu as de l'acquisition. Et après, tu peux tester ton offre, tu trouveras de quoi délivrer, etc. Mais faut pas passer 80% de son temps à construire sa première formation, etc. Contenu, setting. Donc ça, je mettrai en priorité et j'hésiterai pas à passer plusieurs heures par jour à faire ça. Maintenant, le contenu, si voilà, il y a d'autres entrepreneurs qui ont 1000 trucs à faire, etc., qui veulent être le plus efficient possible, déjà, effectivement, je passerai pas 8 ans à me concentrer sur le montage vidéo. Je préfère atteindre un niveau où t'arrives à capter les gens avec tes mots, plutôt que de devoir tout le temps t'embêter à capter les gens avec du visuel ou avec du sonore. Parce qu'une fois que tu arrives à retenir l'attention avec les mots, c'est trop fort. On a juste à allumer la caméra, tu parles et tu fais des millions de vues. Ou alors tu convertis, ou tu sais exactement quoi faire. Donc regardez Andrew Tate, ses vidéos elles sont jamais orchestrées. Les gars, il doit prendre 10 secondes à les faire à chaque fois, mais c'était le mec le plus googlisé en 2021 ou 2022. Toutes les personnes vraiment éloquentes et qui arrivent à capter l'attention directement, elles réussissent. Et c'est beaucoup plus efficient. Donc apprendre vraiment à faire des bonnes accroches, parler de manière soit polarisante, soit à contre-pied, soit réussir à dire des choses qui sortent du lot. Il y a aussi un mec aux États-Unis, mais j'ai pas son nom là, mais je pourrais essayer, on pourra le mettre dans la description, on va voir. À chaque fois, il allume son téléphone sur un parking, il est torse nu, donc oui, il y a un léger hook visuel parce que le mec est ultra stock, mais il arrive et il dit tout le temps quelque chose qui surprend au début, et genre il commence sa vidéo en disant j'en ai rien à foutre si ton chien vient de mourir, pour faire quelque chose qui crée un peu un trigger, et puis après il en vient sur son point, j'en sais rien sur le fait de relativiser et tout, et tu commences et t'es surpris et t'as envie de voir la suite, et puis oui, il faut un minimum d'esthétique sur Instagram, comme je dirais par rapport aux autres plateformes, TikTok, YouTube et tout, là tu peux vraiment y aller plus brut et ça peut marcher. Instagram, si tu veux quand même que ta vidéo soit recommandée sur l'algorithme, il faut que ce soit quand même visuel. Il faut que tu sois un minimum loin de l'écran et pas que t'aies ta tête juste là comme ça. Il faut qu'il y ait un bon micro. Il faut, suivant comment, qu'il y ait une musique de fond, mais ça dépend beaucoup du format. Il faut qu'il y ait vraiment une bonne accroche. Enfin, Instagram, il y a quand même ce côté plus esthétique, perfectionniste. Il faut cocher quand même un peu plus de cases. Mais globalement, si tu arrives à allumer la caméra, à être pertinent, c'est parfait. Ou alors pareil pour les carousels, il y en a, je vois, qui font des designs hyper stylés qui ont l'air de prendre 2 heures à faire un carousel. Un carousel, tu peux vraiment y aller simplement. Tu prends un canevas, tu mets une image de fond, tu mets un ou deux petits trucs si tu veux pour rajouter un poil de décor, mais même tu peux faire ça noir sur blanc quasiment. Tu mets une bonne accroche en police grande sur la première slide, ensuite tu fais plein de petites phrases sur les suivantes, et c'est bon. Il n'y a pas besoin de complexifier vraiment la chose. Et les gens ont trop tendance à vouloir complexifier, à être perfectionniste et tout, mais au final les gens ils veulent du contenu. Donc à partir du moment où ton perfectionnisme il t'empêche de créer du contenu, là ça devient néfaste. Par contre, si tu as le temps et que tu veux faire les choses bien, moi c'est ce que je faisais aussi au début, des fois, avant de poster, je regardais 5-6 fois mon post. Et du coup, tu as le temps de te dire, ok, là j'ai envie que ce soit bien fait, tant mieux, fais-le. Mais du coup, vu que ta question c'était pour les personnes qui veulent être efficientes, franchement, allez-y à fond, quoi. Postez et faites du volume et pas besoin d'être perfectionniste ou de s'embêter sur le format ou le montage.
Ok. Et pour faire ce volume-là, moi par exemple, ce que j'essaye de me dire et ce que je pense être la bonne approche, j'en sais rien, j'ai pas 80 000 abonnés sur Insta, c'est d'essayer de faire les contenus en, par exemple, me prendre une journée ou une après-midi et faire tout d'un coup, tu vois. Est-ce que tu es plus adepte de cette approche ou de répartir un petit peu sur tout le temps, toute la semaine, imaginons? Ouais, absolument. J'y ai pensé dès que tu as commencé à prendre la parole, faire des bulk actions où tu dis, bah moi par exemple, je fais ça le mardi matin. Chaque mardi matin, je me dis, ok, là c'est création de contenu, et du coup, je tourne 7, 10 facecam, ou alors je commence à faire plusieurs carousels d'un coup, etc. Et je me mets dans un état de flow pour faire cette tâche, et quand tu es dans le flow, tu vas 10 fois plus vite que quand tu travailles à gauche, à droite. Et tu peux absolument faire du contenu en avance, et comme ça, t'as pas besoin d'à chaque fois avoir la friction d'installer le setup, faire du facecam et tout. Tu fais tout d'un coup. Juste avec ça, faire attention, parce que du coup, les personnes souvent qui veulent faire du bulk actions, elles veulent programmer tous leurs posts. Mais ce qui est mieux sur les réseaux sociaux, c'est de publier manuellement quand même chaque post. J'aime Ok. bien être un peu chaque jour sur les réseaux pour arriver, re-regarder mon post, le publier, etc. Parce qu'il y a le fait de vouloir appuyer, et c'est un biais psychologique où tu veux être un peu plus perfectionné sur la fin avant de le publier manuellement, et du coup ton post va être mieux et aura tendance à performer un petit peu mieux. Donc les programmer, c'est faire la chose sur le moment, mais j'aime bien apporter un second point de vue avant de poster. Mais sinon, ouais, les bulk action, c'est très fort. Pour les personnes occupées, tu prends une matinée par semaine, tu fais tout, t'envoies au monteur ou comme ça, et puis tu publies. Ok. Toi, c'est quoi ton meilleur format actuellement, enfin le format qui te rapporte le plus Si jamais tu devais garder un seul format actuellement, tu garderais quoi sur Instagram, genre? Si je devais garder un seul format, je trouverais très important qu'on voie quand même ma tête. Donc même si actuellement j'ai envie de partir sur une optique de carrousel, soit je ferais que des carousels où du coup on voit ma tête, avec des slides et tout, mais je suis quand même plus convaincu que quand tu parles, tu crées plus de connexions. Plus t'es humain dans tout ce que tu fais, plus t'attires les gens. Donc Carrément. c'est pour ça que des fois avec l'IA, ou les automatisations, j'y vais avec des pincettes. Si t'arrives à parler et que t'es suffisamment à l'aise devant la caméra, où tu peux le devenir, hein, personne n'est à l'aise dès le début, je garderais vraiment du face cam, parce que ouais, c'est plus polyvalent et c'est surtout celui qui va le plus convertir et fidéliser. Et au final, c'est cool d'avoir des abonnés, mais tout le monde veut vendre son offre. Donc du fast cam, ouais. Après, il y a Ok. différentes manières de faire du fast cam et différents formats, mais globalement, ouais. Ouais, un contenu dans lequel tu parles, tu donnes de la valeur, etc. Ok, je vois. Est-ce que tu as un rythme de contenu que tu postes chaque semaine? Est-ce que tu as un truc prédéfini que tu trouves intéressant, que ce soit un contenu par jour, je sais pas. Alors, pendant un an, du coup, comme je disais, je postais une fois tous les jours. Et je trouve très important de le faire au début. Il faut que tu apprennes dans la pratique, il faut que tu aies un rendez-vous régulier. Enfin, il faut vraiment te forcer à poster tous les jours. Je pense que si je continue à le faire, ça serait encore mieux. Mais aujourd'hui, on peut dire que je suis arrivé à un stade où je peux me permettre de me reposer légèrement sur mes acquis concernant la création de contenu et de gérer tout ce qu'il y a autour dans le business. Parce que j'ai cette audience et que j'ai pu voilà, arriver à ce stade. Mais du coup, actuellement, je dirais que je poste entre 3 et 7 fois par semaine. Il y a peut-être des fois, bah, si je suis en vacances, je vais peut-être pas poster. Ou si je suis en période d'examen aussi, je vais pas poster. Mais voilà, je peux me le permettre. Mais du coup, je recommanderais à tout le monde de faire une fois par jour, c'est bien, mais sinon entre 3 et 7 fois par semaine, et garder de la qualité. Et puis voilà, mais là, je vais reprendre un rythme plus soutenu. Ok, ouais. Et au niveau de la qualité des personnes qui viennent d'Instagram, ça j'ai pas vraiment de data là-dessus, donc moi ça m'intéresse. À quel point est-ce que les leads qui t'arrivent en call de ton côté, tu trouves qu'ils sont assez éduqués, sachant qu'ils viennent d'Instagram? Parce que après il y a le setting aussi dans lequel vous leur donnez de la valeur, à mon avis, pour qu'ils arrivent en call plus préparés, mais est-ce que t'arrives à avoir un bon taux de closing avec les mecs qui viennent d'Insta ou pas forcément? Ouais, alors, taux de closing, ouais, je suis à 40-50% de taux de closing, donc ça, c'est good. Maintenant, c'est vrai que Instagram, pour moi, c'est la plateforme la plus polyvalente, et c'est aussi celle qui accueille tout type de personnes. YouTube, il va y avoir beaucoup plus de qualifiés. TikTok, il va y avoir beaucoup plus de touristes. Instagram, c'est un peu un entre-deux. Tout le monde est sur Instagram. Mais c'est vrai que si c'est une niche vraiment B2B avec des employeurs de multinationales et tout, peut-être que j'irai moins sur Instagram. J'irai peut-être plus sur du LinkedIn ou du YouTube. Mais globalement, pour la plupart des business digitaux aujourd'hui, Instagram, c'est le regroupement en fait. C'est génial parce que tu peux discuter avec tout le monde dans l'interface de TM. Tu peux faire du tofu, mofu, bofu avec les stories, avec les posts et tout. Donc tu peux tout faire sur Instagram et il y en a qui font des millions sur Instagram. Donc pour moi, il peut complètement y avoir des personnes très qualifiées. Mais c'est vrai que je pouvais remarquer certaines limites dans le fait que les personnes vont être de plus en plus fidélisées par rapport au temps qu'elles passent avec toi.
Mm. Et sur Instagram, à force de faire des réels de 5 à 10 secondes, pour que la personne, elle passe 1 heure de temps avec toi, il faut 360 à 720 vidéos du coup. Donc c'est énorme. Moi, j'ai dû faire un peu plus de 400 vidéos, enfin, sur un an. Donc, pour que la personne passe juste 1 heure, et vu que c'est des vidéos courtes, voilà. Alors que YouTube, pour que la personne passe 1 heure, faut 3 vidéos de 20 minutes. Mm. Une de 1 heure ou comme ça. Et là, c'est quand tu commences à vraiment bâtir de la confiance. Et c'est pour ça que YouTube, moi, j'ai commencé cette année et je trouve ça trop fort. Utiliser Instagram comme le haut du funnel, attirer des gens et rediriger vers YouTube et vers les stories, les DM et tout. Ça fait une sorte d'écosystème qui est très puissant pour avoir toutes les approches. Ouais, carrément, ouais, il y a tout qui fonctionne ensemble, c'est exactement ça. L'un ne va pas sans l'autre, entre guillemets. Même en fait, même les gens de YouTube, tu peux les rediriger, si jamais tu veux pas directement qu'ils aillent vers un call, il y en a qui viendront sur ton Insta vu qu'il sera en description ou quoi, et ensuite ils peuvent venir dans les DM ou quoi, parce que c'est une grosse étape aussi les DM. Je trouve que quelqu'un qui est dans tes DM versus quelqu'un qui regarde simplement tes vidéos, je pense que ça a 20 fois plus de valeur. Une fois en DM, tu peux faire tellement de choses. Surtout que ça des setters, etc. Ok, trop bien sur ça. J'avais une petite question en tête sur un de tes clients qui était dans une niche un petit peu saugrenue, entre guillemets, enfin quelque chose d'assez différent. Je sais pas si tu en as en tête, c'est qui du coup avec Instagram a réussi à développer son activité, alors qu'on pourrait se dire sur Instagram ça ferait pas forcément de vues ou quoi. Franchement, il y a eu de tout. En fait, souvent, ce qui est présent, c'est des niches qui sont assez communes et qui justement ont du mal à se différencier parce que Ok. elles sont dans un marché saturé et on trouve un angle d'approche plus unique pour que la personne puisse vraiment se différencier et réussir à être unique sur son marché saturé. Et donc sur le papier, il n'y a pas vraiment de niche extrême ou hors norme ou particulière. Ça reste globalement des coachs, il y a des revendeurs de formation en ligne, etc. Mais l'angle qu'on va chercher, il va être un peu plus unique et du coup ça permet beaucoup plus de différencier. Donc si j'ai des exemples là-dessus, bah, par exemple, il y avait une coach en nutrition. On s'est dit, bah, nutrition, c'est ultra basique. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à cibler beaucoup plus les dirigeants. Et ça va pas être sur des conseils de nutrition, mais ça va être des conseils sur avoir une alimentation saine et extrêmement efficiente pour les personnes qui sont super occupées et qui veulent quand même manger sainement. Et qui, du coup, parce que les personnes les plus occupées, elles vont avoir tendance à commander des Uber, à aller chercher le fast-food le plus proche, etc. pour optimiser leur temps. Mais du coup, leur santé, elle est complètement affectée. Et du coup, leur business par la suite aussi. Donc en fait, on s'est positionné sur un angle beaucoup plus cibler ces personnes-là, faire toutes les méthodes de cuisine ou les recettes les plus efficientes et saines, et que derrière, elles puissent créer tout l'écosystème autour pour ces personnes-là en fait. Et donc là, on avait une niche beaucoup plus... Sur la base, c'est coach nutrition, mais là, on est beaucoup plus ciblé, et je pense qu'on peut aller encore plus loin dans le ciblage et la différenciation. Ok, trop bien. Ouais, donc avoir un thème un peu plus général, mais venir le repositionner pour créer sa différence, évidemment, surtout la nutrition, le coaching sportif, etc. C'est quelque chose qui est très très en vogue. Il y a beaucoup de coachs sportifs en ce moment. Je tape coach sportif sur Instagram, tu en trouves des milliers, je pense. Ok, et comment est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, imaginons, quelle question il va devoir se poser pour trouver et créer son angle à lui qui va le différencier? Il faut qu'il arrive simplement en une phrase avec sa méthode à susciter l'attention des gens et à ce que les personnes se disent « Waouh, j'ai jamais entendu ça, j'ai jamais vu ça ». Être une vache pourpre au milieu d'un champ. Je sais pas si vous avez lu le livre de Seth Godin, il est juste là. Être une vache violette au milieu d'un champ et que les gens ils se disent qu'ils vous remarquent. Une vache normale, personne ne la remarque. Mais une vache violette, ça suscite l'intrigue. Donc déjà, en une phrase, réussir à susciter l'attention. Par exemple, au lieu de dire « je t'aide à améliorer ton shoot au basket », tu peux dire « je t'aide à améliorer ton shoot au basket sans ballon et depuis ton lit ». On se dit « ok, comment il fait ?» Et en fait, c'est, admettons, grâce à la visualisation. Mais il y a un côté où on se dit « ok, là, cette phrase, elle doit être mémorable dans la tête des gens ». Et déjà là, t'as un premier intérêt, un premier pas, et ensuite, plus ils s'intéressent, plus tu leur montres à quel point c'est la solution logique, à quel point ta méthode est différente, tu montres aussi des résultats et tout. Et c'est comme ça que tu peux vraiment bâtir une certaine confiance envers cette méthode. Et ta question de base, du coup, c'était comment la personne peut essayer de créer son propre effet contre-pied. Ouais, c'est ça. Essayer de voir ce que tout le marché fait et que toi, t'as réussi à faire pour toi, mais qui n'est pas pareil que tout le marché.
Donc si tu arrives à trouver un angle qui te différencie par rapport au marché, dans la méthode que tu as appliquée ou dans les résultats de tes clients, j'en sais rien si tu es coach pour les salons d'esthétique, et puis qu'admettons, une des méthodes particulières que tu as réussi à leur enseigner pour qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires de salon d'esthétique, c'était les upsells. Et du coup, ça va être tous les produits qu'il y a autour dans le magasin, comment les mettre en valeur, comment avoir les plus grandes marges dessus, etc. Admettons, c'est ça qui t'a permis toi-même de scaler ton salon d'esthétique. Et ben, tu l'enseignes aux gens. Tu mets tout autour de cette méthode-là, tu montres tous les bénéfices de cette méthode, etc. Et puis tu dis, je t'aide à, je sais pas, à augmenter de 30% ton profit mensuel en salon d'esthétique grâce à l'upsell. Et on veut aller chercher un peu plus comment elle fait ça grâce à l'upsell. Et si tu arrives voilà, à susciter l'intention, à prouver par A plus B que c'est la bonne méthode, avoir un côté signature remarquable qui fait que les gens t'écoutent, et puis du coup à trouver dans ton approche qu'est-ce qui te différencie par rapport à la masse, ça peut être cool. Et c'est là où il faut être suffisamment objectif ou demander l'avis des gens, etc. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à vraiment repérer cet angle qui est vraiment différenciant. Il y a des coachs sportifs qui vont dire ah ouais mais moi j'aide sur la nutrition, j'aide sur le sport, et puis aussi ce qui me différencie c'est que j'ai un programme super personnalisé. Pas tant quoi, enfin il y a plein de coachs qui ont des programmes personnalisés, ou alors oui mais moi je fais aussi un gros développement sur le mindset. Oui mais ça peut aussi aller un peu de pair, enfin faut vraiment essayer de trouver un angle. Par exemple, t'es coach sportif, ta méthode ça va être la corde à sauter, ça va être le kettlebell, ça va être le tapis de marche pendant que tu travailles 30 minutes chaque matin, ça va faire brûler du gras, des choses comme ça et tu fais tout autour de ce tapis de marche, et puis après les gens ils se disent ok moi aussi j'ai envie d'acheter un tapis de marche et faire cette méthode, Ok, ultra intéressant. par exemple. Incroyable. Ok, super, super intéressant sur ce point-là. En fait, du coup, ouais, tu vas même un peu repositionner les offres de tes clients, toi, du coup. À voir. Je suis pas forcément pour le fait qu'ils recommencent de zéro et qu'ils refassent toutes leurs galères. C'est plutôt, on regarde ce qu'ils font déjà, on trouve le point qui les différencie des autres, on met l'accent dessus et on offre le marketing autour de ça. On axe le marketing autour de ça. Et c'est là où du coup la personne, elle repart pas de zéro, elle fait juste 10 fois plus, elle réussit juste 10 fois plus sur ce qu'elle fait déjà, parce qu'on arrive mieux à brander et à la différencier grâce à cet effet contre-pied. Et cette Ok, action. très bien. Incroyable. Très bien. Sur Instagram, honnêtement, j'ai plus avoir de questions, c'était très très complet. Une petite question un peu plus perso peut-être. Tu m'as dit que tu étais à HEC à côté, c'est une des plus grandes écoles de commerce en France en tout cas, après ensuite je sais pas, mais bref, en plus Lausanne je crois que c'est une des meilleures aussi. Comment est-ce que tu arrives à gérer du coup ces parties études sup et business à côté? Très bonne question. Une question que j'ai souvent, c'est... Je pense que à force d'avoir mis les mains dans le business, j'ai développé des méthodes de travail qui peut-être surpassent entre guillemets celles de la plupart des étudiants, parce que j'ai vraiment appris à travailler, à m'auto-analyser, à gérer mon énergie, mon mindset et tout. Et du coup, j'arrive en moins de temps que les autres étudiants à effectuer autant, voire même plus qu'eux. Donc déjà, il y a un grand axe autour de la productivité. Ensuite, et le mindset. Ensuite, je dirais que j'ai la chance quand même d'avoir la facilité. Donc, je peux arriver 36 heures avant un examen qui était censé avoir plus de 180 heures de cours. Et j'arrive à mémoriser bien les slides et à vite comprendre. Donc, je dirais que pour les études, j'ai la chance d'avoir quand même la facilité. J'ai jamais eu besoin de trop travailler pour réussir. Donc, je peux me permettre de faire ça. Je recommande pas à tout le monde de faire ce que je fais. Mais oui, concrètement, ce que je fais, c'est aussi, je remarque que quand tu es 100% focus dans un domaine, c'est là où tu vas 100 fois plus vite. Donc au lieu d'aller chaque jour en cours pendant 2 heures et puis après je retourne travailler un peu sur mon business et puis entre les pauses, etc., je révise un peu. Ça c'est une catastrophe, j'ai essayé, ça marchait pas du tout. J'arrivais à rien dans les deux. Par contre, chaque semaine je fais 4 mois full business. Je vais à aucun cours, je vais à rien, je sèche 100% des trucs. S'il y a des projets de groupe, je fais le minimum, et enfin j'essaie d'aider un peu, mais voilà. Je fais rien du tout pour les études et 10 jours avant les examens, je lâche le business, je mets de côté, je dis à mes clients, etc. Je mets de côté pendant un mois et je rattrape les 600 heures de cours, les 4 mois d'absence et tout. Je fous la tête dedans de 8h à minuit. Et pendant 3-4 semaines, je fais absolument que ça. Il n'y a que ça dans ma tête et j'ai un ultra focus. Et du coup, j'arrive à avoir toute la matière aussi juste avant le cours. Donc j'ai la mémoire fraîche. C'est très challengeant quand même. Des fois, tu te remets en question. Tu vois que tu as un examen de fou dans moins de 2 jours. Il y a énormément de matière, mais c'est comme ça que j'arrive à derrière passer mon année avec des bonnes notes. J'avais même été proposé d'aller à Singapour pour ma 3e année et j'ai trouvé ça très efficace et ça me permet en fait de gérer les deux comme ça, en étant vraiment ultra focus pendant ces deux phases.
C'est trop stylé parce que tu vois, tu me dis tu fais ça dans une petite fac normale, mais à HEC Lausanne, ne pas venir 4 mois et avoir réussir à avoir bah, du coup ton année, même des bonnes notes, etc. C'est très fort. Le niveau d'ultra focus doit être pas mal. Donc franchement bien joué pour ça. Bah écoute, moi c'était très intéressant. J'ai pas forcément d'autres questions qui me viennent en tête. Merci beaucoup. Et Merci à toi. C'était un c'était un plaisir. dernier mot de la fin, un truc que t'as envie de dire. Prenez soin de vous. Alimentez le cercle vertueux plutôt que d'alimenter le cercle vicieux, parce que la barrière est fine entre les deux. Mais ouais, franchement, donnez tout. En fait, il y a tellement, je pense, de personnes différentes qui vont écouter ce podcast que j'ai du mal à donner un conseil niché. Mais ouais, moi, je suis trop content de tout ce qui m'arrive, de tout ce que je fais. Et j'espère avoir pu donner quelques conseils pertinents pendant ce podcast et que ça a pu en aider certains. Let's go. Bah écoute, c'est parfait, merci beaucoup.